Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bienvenue dans Cœur de patrimoine, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'univers de la gestion de patrimoine sur Radio Patrimoine. Pendant près d'une heure, vous en avez l'habitude, on va explorer ensemble les enjeux, les tendances et les stratégies qui façonnent vos placements avec le regard affûté de tous nos experts qui sont mobilisés pour vous offrir des conseils concrets et des éclairages utiles. Alors au sommaire de ce 52e numéro, on s'interrogera d'abord sur un paradoxe de plus en plus visible dans le monde de la finance durable. Pourquoi les encours ESG reculent-ils alors que les défis environnementaux se multiplient et s'intensifient? En témoigne encore la vague de chaleur qui nous occupe en ce moment. Et puis on mettra le cap sur un autre sujet, souvent relégué au second plan, mais pourtant crucial dans toute stratégie patrimoniale, celui de la dépendance. Comment l'anticiper, comment l'intégrer, comment la couvrir? On répondra à toutes ces questions. Ensuite, on prendra le pouls des Français grâce à la 7e édition du baromètre de l'épargne en France et en région, un baromètre réalisé par Alta Profit avec l'IFOP. Et enfin, un thème, 3 lettres, le PEA, qui revient sur le devant de la scène avec une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale. Révolution à venir ou coup d'épée dans l'eau? On répond en fin d'émission. Réflexion, anticipation, action, c'est tout l'esprit de Cœur de patrimoine. Installez-vous, l'émission commence. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Alors que les catastrophes climatiques se multiplient, que l'urgence écologique est sur toutes les lèvres, il existe une forme de paradoxe puisque les fonds dits ESG ou durables marquent un petit peu un ralentissement. Il y a moins d'encours, il y a moins de collecte et parfois, notamment dans la vague de Trump, bien sûr, il y a une forme de scepticisme. Alors comment peut-on expliquer tout cela? Pour en parler, un des meilleurs spécialistes est ici, c'est David Calfon. Bonjour David. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Président et cofondateur de Sanso Longchamp Asset Management, société qui fait vraiment de cet investissement responsable un acte stratégique depuis sa création. Alors, je le disais, on constate ce repli des encours, alors même qu'il y a des signaux climatiques qui sont vraiment là. On n'a pas de cravate aujourd'hui aussi parce qu'il fait chaud et qu'on s'adapte. Comment est-ce qu'on explique ce recul? C'est juste, je le disais, un peu momentané parce qu'il y a Trump, parce qu'il y a toutes ces questions-là qui nous disent attention peut-être, que faut-il en penser? Est-ce que c'est conjoncturel? Est-ce que c'est structurel? Comment vous sentez les choses un peu? Alors, à mon avis, c'est conjoncturel. Et j'ai même envie de dire, ça ne peut être que conjoncturel, tellement les défis sont grands et visibles aux yeux de tous. En revanche, moi, je ferais bien une petite différence entre l'investisseur particulier et l'investisseur institutionnel. D'accord. L'investisseur institutionnel, lui, il n'a jamais été autant engagé. Donc, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de retrait de ce côté-là. Donc, les pros s'y sont mis et ils y restent. Oui, et souvent, n'oublions pas, parmi les gros institutionnels, nous avons souvent des compagnies d'assurance qui assurent ce risque, qui sont au premier rang de ces impacts. Eux, ils se rendent compte. Donc, ils le vivent au jour le jour. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de sujet. Les particuliers, c'est une autre histoire. Ils ont été un petit peu perdus par la réglementation. Comme vous le savez, toutes les réglementations se sont mises en place avec des errements, une première version, une deuxième version, des fois une troisième version de la même réglementation. J'ai envie de dire, l'offre a manqué de clarté réglementaire, elle a manqué de lisibilité, elle a même été complexe de temps en temps, portant le flanc un peu à la critique et au manque de lisibilité. Oui, c'est vrai, on a l'impression, article 9, SFDR... Taxonomie, ouais, alors déjà ce mot-là, moi, je le comprends en anglais, mais quand on le traduit, quand on le transpose en français, on a l'impression que c'est encore une histoire d'impôt, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a eu toutes les questions de greenwashing, etc. C'est vrai que les épargnants, ils sont un peu paumés, non? Ah oui, et j'ai envie de dire, malheureusement, il y a de quoi. Ouais, on a eu à la fois une complexité réglementaire et à la fois un problème de labels, des labels qui étaient là pour clarifier justement. Oui, il y en a plusieurs en plus des labels. Il y en a plusieurs. Alors, si on les prend un par un, SFDR, ça a été très mal expliqué. Très peu de pédagogie à ce sujet-là, notamment autour de tout ce qu'on appelle article 8, où tout d'un coup, les gens se sont dit que l'article 8, c'était vraiment très ISR, alors que pas tant que ça. C'est un bon niveau, c'est une première étape.
nécessaire, indispensable. Le Saint Graal étant l'article 9, qui lui est carrément extrêmement impactant, Ouais, etc. Et du coup, ça a donné lieu à de l'incompréhension et du coup des soupçons de greenwashing, en disant mais je comprends pas, comment ça, il y a du Total dans mon portefeuille, que se passe-t-il, etc. Donc ça a vraiment été un problème. Et la bonne nouvelle, c'est que justement, la réglementation SFDR est en train d'être revue. Et aux articles 6, 8, 9, un peu rébarbatifs, vont se substituer des catégories qui vont être beaucoup plus lisibles, qui vont dire... Donc on va mieux comprendre ce qui se passe dans le fond. Voilà. Deuxième point, le label d'État ISR. Il a été critiqué. Il a été critiqué parce que pas assez exigeant par rapport à ses concurrents européens, etc. Nous avons, depuis le 1er janvier 2025, et le public ne le sait pas assez, nous avons une nouvelle version du label d'État ISR, la V3. Cette V3, elle est très exigeante. Elle doit redonner ses lettres de noblesse. Les pourcentages, voilà, exactement. Elle va redonner ses lettres de noblesse au label. Et j'espère qu'avec ça, on va repartir sur des bases un peu plus saines. Est-ce que finalement, ça ne va pas devenir, en quelque sorte, une préoccupation ou une question essentiellement européenne ? Parce qu'on voit qu'aux États-Unis, là, il n'y a pas de problème de label, il n'y a pas de problème d'article. Il y a juste un problème, entre guillemets, c'est que le sujet est ultra politisé. Ça veut dire qu'il peut y avoir des questions de rejet idéologique de ces considérations dont on voit encore, je le dis avec cette vague de chaleur, dont on voit la concrétude au quotidien. Alors, aux États-Unis, il n'y a aucun doute sur la politisation du sujet. Ouais. Mais il faut voir aussi qu'aux États-Unis, il y a aussi une grande tradition de philanthropie. Et les investisseurs aux États-Unis ont envie de nous dire, attendez, on ne va pas mélanger les sujets. Ah oui. Si je veux faire du bien, je donne de l'argent. C'est de la philanthropie, c'est séparé. Si je veux faire du business, voilà, je suis en bourse. Je m'en fiche de tout, je veux juste avoir la meilleure des performances possibles. Et c'est là où il y a un paradoxe, parce qu'en Europe, on n'a pas du tout ce même point de vue. L'Europe, c'est le berceau de l'investissement socialement responsable, donc le sujet n'est pas encore engagé. J'ai envie de dire que, du moins c'est la manière dont on le voit chez Sansot, on se retrouve avec comment dire, tout ce qui touche à l'ISR, c'est beaucoup plus que de la réglementation, c'est tout simplement de la gestion du risque. Et c'est ça qui est véritablement important. Parce que quand on parle ESG, déjà, environnement, social, gouvernance, déjà, tout le monde ne voit que le climat, quasiment. Oui. Il n'y a que le E qui compte, le S, le G... Je ne suis pas sûr que tous les investisseurs particuliers, en tout cas, aient tout à fait bien compris. Mais en plus, quand on parle ensuite d'une ou de l'autre des thématiques, on a l'impression que il faut réfléchir de façon éthique. Est-ce que vraiment j'ai l'envie, la motivation pour effectivement faire du bien, etc. Alors que quand on en discute, et c'est intéressant que vous nous portiez cette idée-là, quand on discute avec des acteurs de ce monde, on s'aperçoit qu'en fait, le fait de prendre en compte ces critères permettent d'éviter ou de limiter des risques financiers majeurs, voire essentiels. Et il y a des exemples récents de gadins boursiers. Quand je parle de gadins, c'est du 90 et quelques %, chose dont on se relève que rarement en bourse, on est d'accord ? On est bien d'accord. Et ça, un filtre ESG aurait permis de limiter son investissement dans ce type de titre, non ? Je pense qu'il y a une grande maladresse au démarrage, c'est que quelqu'un a décidé d'appeler ça extra-financier. Ouais. Et je le dis souvent à mes équipes, c'est extra-financier aujourd'hui. Mais demain, ce qui est extra-financier aujourd'hui, demain, c'est financier. Ouais. On a eu des dizaines d'exemples. Lorsque vous avez Bayer, qui était l'une des plus belles sociétés chimiques allemandes, qui rachète Monsanto, au début, on se dit « Ah oui, tiens, il y a un risque extra-financier. » Monsanto perd un procès avec ses produits glyphosate, etc., et paye des centaines de millions de dollars de dommages et intérêts. Il n'y a pas plus financier que ça. Lorsque BP déverse des tonnes de pétrole dans le golfe du Mexique, l'amende qu'il paye derrière, ce sont des centaines de millions de dollars. C'est de l'argent. Donc, effectivement, il s'agit pour nous de gérer ce risque. Parce que ce risque climat, qu'on le veuille ou non, on l'a embarqué, on le vit tous, on le subit tous, toutes les entreprises le subissent. Oui, c'est aujourd'hui un
un enjeu, j'ai envie de dire, patrimonial à part entière. Ah mais tout à fait, puisque, encore une fois, ce sont les résultats de l'entreprise de demain qui sont à risque. C'est un vrai sujet. Investir dans des sociétés qui ne sont pas préparées ou qui sont exposées sans le savoir. Je vais vous donner un exemple qui est toujours l'exemple que je préfère parce que c'est le plus lisible. Il y a une époque où tous les grands complexes industriels s'installaient au bord de l'eau. C'est pratique. On reçoit les matières premières, on les expédie, les containers partent, arrivent, etc. Super gain d'efficacité, les actionnaires applaudissent. Bon, aujourd'hui, le problème du bord de l'eau, c'est que l'eau monte. On ne sait pas trop dans 10 ans où il sera le bord de l'eau. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de capacités de production qui vont devoir être démontées, délocalisées, relocalisées. Mais c'est où dans le bilan? C'est où dans le compte de résultat de la boîte? Mais vous voulez dire qu'il y a... on les multiplie, sécheresse, inondation, des normes, etc. Ça veut dire qu'en fait, les sociétés, j'ai envie de dire presque malgré elles, sont de plus en plus exposées ou soumises à ces contraintes, à ces risques climatiques, et que les modèles avec lesquels on les ausculte aujourd'hui ne les prennent pas en compte? Ou pas suffisamment? En ayant encore une fois, reprenons ce même exemple d'usine qui doit se délocaliser, vous n'avez pas de provisions qui sont faites dans les comptes de l'entreprise. Ce n'est qu'une fois que l'inondation a eu lieu, qu'on constate les dommages, qu'on a des coûts exceptionnels, etc. Alors effectivement, ceux qui adorent la finance se disent « Ah oui, mais ça, c'est du résultat exceptionnel, donc on ne le regarde pas. » Mais finalement, c'est de l'argent qui sort du patrimoine de l'entreprise, c'est de l'argent qui n'ira pas en dividende à l'actionnaire, c'est de l'argent qui ne fera pas de performance. Donc patrimonialement, on a un vrai sujet. Les sociétés y sont exposées, ne pas le gérer, c'est de l'inconscience. Mais ça veut dire que entre le greenwashing, les labels qui n'étaient peut-être pas suffisamment affûtés ou expliqués, etc. Le particulier ou l'investisseur privé, on va dire, il est un peu paumé. Il ne sait pas très bien où il va. Et il se dit, après tout, je ne suis qu'un petit maillon au bout de la chaîne, le risque, je ne le porte pas vraiment. Si, c'est un vrai risque, y compris pour un épargnant privé aujourd'hui, de voir... ces questions-là et de se dire je les intègre ou je les intègre pas? Encore une fois, le risque est présent et c'était véritablement ce sujet qu'on a pris à bras le corps dans notre fonds Sanso Smart Climate. On s'est dit voilà, bien entendu, on va regarder le bilan, le compte de résultat, comme tout le monde, mais on ne peut pas regarder que ça. Il faut qu'on regarde est-ce que les sociétés sont exposées ou pas au risque climat, et si elles le sont, est-ce qu'elles sont en train de mener une politique proactive d'adaptation? Et c'est ça qui nous importe. Nous, ce qu'on aime bien, c'est soit les sociétés qui ne sont pas exposées au risque climat, soit les sociétés qui sont exposées, mais qui sont en train de gérer ce risque et de mettre en place une politique d'adaptation claire. Et c'est ce que vous appelez, entre guillemets, le multithématique? Tout à fait, parce que, encore une fois, ça n'épargne aucun secteur. On peut regarder entre une société automobile et une autre, on peut regarder entre une boîte de software et une autre, ça touche tous les secteurs parce que, encore une fois, c'est une thématique qui est universelle. Les incendies peuvent se déclencher un peu n'importe où. Les tempêtes, on a bien vu quelque temps en plein Paris des arbres qui sont arrachés, brisés etc. comme des foutus de paille. Exactement. Ça peut empêcher une entreprise de tourner sans prévenir. Du coup, qu'est-ce que vous sentez qu'ils recherchent quoi, nos investisseurs, qu'on va qualifier, c'est un bien grand mot, mais qu'on va qualifier de responsables aujourd'hui? Quand vous discutez avec eux, parce qu'il y a bien évidemment cette question de s'épargner quelques risques et donc de préserver son capital, mais il y a aussi la question de l'impact. Il y a la question, puisqu'on a parlé de greenwashing, de la clarté. Puis il y a la question aussi quand même du rendement. C'est de dire, d'accord, mais si je fais attention à tout ça, est-ce que finalement je vais pas gagner moins d'argent? Donc il y a quand même beaucoup de questions là-dessus. Qu'est-ce que vous privilégiez finalement chez Sanso pour aller leur dire, vous inquiétez pas, tout va bien se passer? Alors je pense que ce que recherchent les investisseurs, en tous les cas ceux que nous rencontrons, ils veulent de la clarté, de la crédibilité et de l'authenticité. D'accord. Voilà, c'est à peu près ça. Clarté, ils veulent un process transparent. Ils veulent qu'on leur explique, qu'on soit honnête avec ce qu'on peut faire. Il ne faut pas dire « acheter ce fonds, ça va sauver la planète ». C'est pas vrai.
C'est pas le sujet. Le sujet, c'est acheter ce fonds. Dans ce fonds, vous avez des sociétés qui ont anticipé ce risque climat, qui vont être moins affectées que les autres par le risque climat. Et donc, sur le long terme, au fur et à mesure que ce risque climat va se matérialiser, ces sociétés vont mieux s'en sortir que les autres. Voilà. De l'authenticité aussi. Ça fait depuis 2016 qu'on travaille sur ces sujets. Pour certains de mes collaborateurs, depuis bien plus longtemps que ça, ils veulent sentir que l'équipe ne fait pas ça parce que l'équipe marketing leur a dit que c'était bien. Il fallait coller une passive verte. Exactement. Il faut un peu y croire. Moi, je fais souvent rire mes clients en leur disant que petit, j'aimais bien les westerns. Le western, à la fin, c'est le gentil qui gagne. Et je ne peux pas concevoir être dans un monde où une société qui se comporte comme un voyou, que ce soit sur le point de la gouvernance, l'impact sur le climat, la manière dont il traite ses collaborateurs au niveau social. Je ne peux pas imaginer qu'on se comporte n'importe comment et qu'on ne soit eux qui gagnent. Ouais. Voilà, et qu'on ne soit pas rattrapé par la patrouille un jour ou l'autre. Bon, j'aime bien demander un petit tips, un petit message clé en quelques mots que l'acteur patrimonial que j'ai la chance d'interviewer puisse glisser à l'oreille de l'auditeur ou du téléspectateur qui nous écoute et qui nous regarde ce matin. Voilà, si l'auditeur, vous avez compris dans son propos, il veut du sens, il veut de la perf, mais il veut aussi protéger son patrimoine, qu'est-ce que vous lui dites ? Je pense que c'est important qu'il comprenne que le climat, c'est un véritable risque financier. Ça, c'est vraiment le point clé à comprendre. Extra-financier. C'est pas extra-financier. C'est un risque à part entière pour les entreprises. Lorsque ces risques sont correctement identifiés et bien intégrés à la gestion du portefeuille, ça contribue à protéger les investisseurs et leur patrimoine. Merci beaucoup David. Merci Cédric. D'avoir passé ces quelques petites dizaines de minutes ensemble sur Radio Patrimoine. David Calfon, président et cofondateur donc de Sanso Longchamp Asset Management, de la conviction ce matin sur l'antenne de Radio Patrimoine. Merci beaucoup et à très vite. À bientôt. Et nous on poursuit bien évidemment Cœur de Patrimoine. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur. Et après avoir évoqué les questions climatiques, on s'intéresse à présent à une dimension de plus en plus cruciale dans la gestion de patrimoine, c'est le risque de dépendance. Un sujet qui est, c'est vrai, et on le comprend, parfois redouté, souvent tabou, mais qui demande et mérite une vraie anticipation patrimoniale. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Eugénie Dauger. Bonjour Marie-Eugénie. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes. Vous êtes la fondatrice de Mamita et Bon Papa, une entreprise qui accompagne les familles dans ce moment charnière de la vie et donc de la vie patrimoniale, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Déjà, peut-être juste une question pour poser finalement Mamita et Bon Papa. Pourquoi avoir choisi de créer cette entreprise ? Écoutez, Mamita Bon Papa est avant tout le résultat d'une expérience personnelle en tant qu'aidante familiale, d'abord pour mon père, pour mon beau-père et pour de la famille proche. Et je dirais qu'en fait, cette expérience personnelle m'a donné vraiment l'intuition de développer tout un réseau d'aidants de confiance et fiables au service de personnes qui vieillissent à leur domicile. Parce que le constat, c'était de se dire, en fait, ça n'existe pas, c'est ça ? Le constat, c'est de se dire, oui, ça existe, il y a beaucoup de sociétés d'aide à la personne sur le marché, mais j'ai quand même identifié vraiment 2 points fondamentaux sur les aides d'aujourd'hui. D'abord, c'est vraiment de comprendre tous les enjeux liés aux générations des personnes qui vieillissent, qui arrivent à des âges de dépendance, et aussi de comprendre la typologie de services dont ces personnes vieillissent ont vraiment besoin. C'est-à-dire, à qui s'adresse votre offre ? Ce sont les personnes âgées qui doivent se dire, entre guillemets, aujourd'hui, j'ai besoin qu'on vienne m'aider, ou est-ce que ça s'adresse finalement aux enfants, voire aux petits-enfants, qui se disent, là, on va avoir besoin de quelqu'un pour aider ? Bien sûr. Nos interlocuteurs privilégiés sont d'abord les enfants. D'accord. Les parents qui vieillissent. Et ensuite, on a aussi des personnes âgées qui se rendent compte qu'ils ont des besoins d'aide quotidienne. Ce qu'on peut quand même noter, ce qui est peut-être quand même important, c'est qu'aujourd'hui, on voit que la population de personnes âgées arrive de façon très massive dans un âge de dépendance et sont de plus en plus nombreux. Oui. Aujourd'hui, les plus de 80 ans représentent 4,1 millions de personnes et dans 20 ans, ils seront 10 millions. Oui. Et je le disais en introduction, Marie-Eugénie, cette question de la dépendance, du vieillissement de la population, il est évident
et il doit rentrer dans cette question de gestion de patrimoine, de réflexion patrimoniale. Et ce qui pouvait paraître peut-être annexe il y a encore peu de temps, aujourd'hui on doit se dire c'est impératif, on ne peut pas parler de gestion de patrimoine, se dire on gère son patrimoine et se dire la dépendance, on verra plus tard. On ne peut pas, c'est ça. Vous avez raison, en effet, aujourd'hui les personnes qui vieillissent de plus en plus longtemps et donc la durée de vieillissement se prolonge, ce qui signifie effectivement que les aides liées au vieillissement vont donc durer plus longtemps. À titre d'information, il y a aujourd'hui 42 000 centenaires en France. Dans 5 ans, il y en aura 12 000 de plus. Je ne vous parle pas de 2050. Et la moitié de ces centenaires vivent chez elles. Du coup, l'enjeu patrimonial, évidemment, est primordial. Parce que ces aides vont progressivement augmenter, vont être de plus en plus coûteuses. Et donc, cela impacte fortement le budget familial. Également du fait de certaines maladies, type maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, etc. Les aides sont très vite renforcées et étendues. Bon, je vais mettre les pieds dans le plat et être extrêmement vulgaire. Ça coûte combien ? Enfin, c'est quoi le coût un peu caché ou mal anticipé de cette période particulière où l'on parle de dépendance ? Oui, un ordre de grandeur, enfin voilà, on vous demande pas un devis. Hein. Oui, bien sûr. Effectivement, la prise de conscience du coût d'aide à domicile lors de la dépendance, elle est rarement anticipée, que ce soit par les parents que par les enfants. Vous avez raison. Et puis dans la conscience collective, tout le monde se dit que nos parents vont vieillir en bonne santé. Tant qu'on n'est pas confronté directement à cette problématique de perte d'autonomie, on ne réalise pas du tout ce que cela va coûter. Vous avez raison, Cédric. Un ordre de grandeur très concret. Aujourd'hui, par exemple, pas plus tard que ce matin, une famille nous a appelés, avait besoin d'une aide de 4 heures par jour, 7 jours sur 7 pour ses parents. Ça représente un coût mensuel de 4 000 € par mois. Eh oui. Voilà, déductible à 50%, mais plafonné très vite. Du coup, et là, j'ai envie de dire que les besoins que vous prenez en exemple sont quelque part limité. On comprend bien que si c'est plus que quelques heures par jour et qu'il y a du jour et de la nuit, etc., c'est encore plus impressionnant. Du coup, si on prépare pas ça à temps, pour les parents, pour les enfants, pour le patrimoine de la famille, ça a des conséquences énormes. Bien sûr. Je dirais que la première conséquence, en fait, c'est de ne pas avoir la liberté de rester chez soi. Et aujourd'hui, 90% des personnes âgées veulent vieillir chez elles, et c'est vraiment leur grand souhait. Donc, ça veut dire un départ en maison de retraite ou en maison de colocation senior ou d'être accueilli chez des enfants. Avec des coûts associés aussi, hein. C'est pas gratuit non plus. Hein. Bien sûr, tout à fait. L'autre obligation, c'est devoir vendre trop rapidement des biens immobiliers. Et qui dit vente rapide, dit souvent, on vend à la casse, quoi. Ouais. Donc, il peut exister d'autres solutions de financement, des viagers, des locations d'appartements, etc. Mais pareil, ça s'anticipe un peu. Ensuite, on peut utiliser les épargnes, des comptes assurance vie, des livrets pour couvrir une partie des coûts. Concrètement, comment est-ce que vous intervenez, vous, chez Mamita et Bon Papa ? Quand est-ce que, quel type de service vous proposez ? Alors, Mamita, Bon Papa, c'est ce qu'on appelle une société d'aide à personnes mandataire agréée par l'État. Nous, on a développé donc un réseau d'aidants et d'intervenants. Aujourd'hui, nous avons 3 types de profils, 60 auxiliaires de vie, 20 dames de compagnie, 20 secrétaires privés, aide administrative. Mamita, Bon Papa preste aujourd'hui 30 000 heures par an et 1 200 nuits par an. Notre mode de fonctionnement est vraiment un mode de fonctionnement sur mesure, très intuitu, personnalisé. On rencontre systématiquement chaque personne âgée, idéalement avec leurs enfants, dès qu'ils nous appellent pour qualifier leurs besoins et connaître l'environnement dans lequel ils vivent. Ensuite, nous établissons un devis. Si le devis est validé, nous venons leur présenter un ou des profils qui nous semblent les plus adaptés pour les accompagner et répondre à leurs besoins. Et parallèlement, on fait un suivi très régulier, au moins une fois par mois, de chacun de nos clients qu'on accompagne. Et on suit également de très près toutes nos intervenantes, qu'on a au moins une fois par semaine. D'accord. Voilà. Alors, vous nous dites, on voit notamment
les clients, les enfants, mais j'ai envie de dire dans le monde dans lequel gravitent les familles, il y a d'autres acteurs, j'ai envie de dire. Alors on peut penser d'abord premier rang à tout ce qui est médical, donc les médecins, voilà. Mais si on est là, et c'est le but aussi de Radio Patrimoine et de Cœur de Patrimoine, à la frontière de la gestion de patrimoine, il y a peut-être un notaire, il y a peut-être un avocat, il y a peut-être un conseiller patrimonial. Comment est-ce que vous regardez un peu ça avec eux ? Vous êtes aussi en relation avec ces acteurs-là ? Alors, on l'est directement ou indirectement. Donc d'abord, comme je vous le disais, effectivement, notre interlocuteur privilégié reste vraiment les enfants. Si la personne âgée, en effet, n'a pas d'enfant à proximité, on peut interagir, j'ai envie de dire, avec le référent familial ou le médecin, par exemple. Néanmoins, sur des maladies neurodégénératives, des maladies de fin de vie, là, on intervient beaucoup, donc avec le SSIAD, l'HAD, c'est-à-dire l'hospitalisation à domicile, les soins palliatifs, les médecins. Et enfin, pour répondre plus précisément à votre question, sur la prestation vraiment d'aide administrative, là, nos profils interagissent régulièrement avec les notaires, les gérants de patrimoine, dès que c'est nécessaire, voire même des avocats si besoin, pour pouvoir traiter l'administratif du client et avec lui. On a parlé tout à l'heure d'un exemple, pour estimer une idée de coût, etc. Est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire une situation patrimoniale dans laquelle finalement ça a permis d'éviter soit un éclatement familial, soit un déséquilibre patrimonial, entre guillemets, à quoi sert, à part s'occuper des gens, et ça c'est déjà essentiel, mais à quoi sert Mamita et Bon Papa ? D'accord. Alors sur la prestation d'aide administrative, qui est vraiment une prestation qu'on est en train de développer considérablement, avec des acteurs qui sont un peu nos rapporteurs d'affaires, des gérants de patrimoine, des banquiers privés, qui en fait voient que cette génération vieillit et donc ont besoin d'aide auprès de certains de leurs clients pour les aider à gérer leur administratif, parce qu'ils en sont angoissés. Quand on vieillit, on est angoissé des papiers, lassé de les faire. Et donc, très souvent, ils font appel à nous, à nos services. Et dans ces cas-là, nos profils d'aide administrative, qui sont des profils assez instruits, des Bac+4, Bac+5, avec une expérience souvent solide en entreprise, plus particulièrement dans le domaine juridique, travaillent régulièrement avec le gérant de patrimoine, le banquier privé, le notaire, leur avocat si besoin, pour traiter un certain nombre de papiers. Alors, on est au mois de juin, quasiment juillet maintenant, Marie-Eugénie. C'est vrai qu'on va se retrouver pour beaucoup en famille, l'été, etc. Que ce sont des moments parfois peut-être plus privilégiés pour évoquer, il y a du calme, on est avec plusieurs générations réunies, où on peut peut-être parler d'argent, de dépendance, de budget, etc. À quel moment il faut, quand on est enfant par exemple, ou petit enfant, commencer à parler de dépendance avec la génération du dessus? C'est pas facile, hein, de dire, dis donc, va peut-être falloir, tu sucres les fraises. C'est difficile. À quel moment, vraiment, il faut se dire, là maintenant, on a franchi le pas de l'ordinaire? Je pense que c'est une question qui est compliquée, qui est délicate, qui effectivement n'est pas si simple que ça d'aborder et de parler du vieillissement en famille, parce que parler du vieillissement, c'est aussi parler un peu de notre échéance, et donc de la mort. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas attendre d'être dépendant pour en parler. Je pense qu'il faut que les enfants, avec les parents, prévoient des scénarios de vieillissement, se projettent, prévoient des projections, fassent des propositions. Papa, maman, si un jour tu te retrouves dans telle situation, qu'est-ce qu'on fait ? Comment tu le vois ? Comment tu vois les choses ? Pour que vraiment, progressivement, les choses se mettent en place et on commence à y réfléchir, tranquillement. Mais tout comme on imagine effectivement sa mort, on peut imaginer ces scénarios de vieillissement, ces projections, pour mettre en place cette réflexion et pour permettre surtout de poser des choix et des choix libres. Oui, et on le rappelle, je le dis à chaque fois qu'on parle, qu'un notaire ou autre vient nous expliquer comment on fait un testament. Faire son testament ne fait pas mourir. Parler de sa dépendance ne va pas nous rendre dépendants plus vite, hein, on est d'accord ? Absolument. Comment est-ce qu'on l'intègre dans sa stratégie patrimoniale ? Il y a des assurances, il y a des réflexes à adopter. Comment est-ce que vous nous guideriez ?
Je pense que la première chose, c'est quand même d'établir un bilan patrimonial. Voilà. En se rapprochant de son banquier ou alors de son conseiller en gestion de patrimoine, quand même, pour déterminer précisément le montant dont je vais devoir compléter, en fait, ma retraite pour couvrir tous les frais liés à une éventuelle dépendance et une aide à domicile. Voilà, et puis de continuer d'exprimer, avec ses proches, tout ce qu'il souhaite faire ce qu'on souhaite faire de sa dépendance. Est-ce qu'il y a des erreurs types que quand vous débarquez dans une famille et qu'on vous raconte tout et vous dites là c'est sûr je vais trouver ça, ils l'auront pas fait, un peu comme tout le monde et c'est dommage. Est-ce qu'il y a comme ça des erreurs types qu'il faut que des enfants qui nous écoutent se disent ok ça on se le dit, il faudra pas que ça nous arrive. Alors, je pense que c'est difficile de juger des erreurs. Je pense que chacun essaye de faire vraiment au mieux de ses capacités, fait comme il peut. Néanmoins, ce que je peux simplement dire et ce que je ressens, c'est parfois le décalage qu'il peut y avoir entre ce que peuvent percevoir des enfants comme aide pour leurs parents et ce que les parents sont prêts à accepter ou ont la volonté d'accepter. Voilà, il m'est arrivé 1 ou 2 fois d'avoir des enfants au téléphone qui me disent voilà, papa, maman, il faut tout de suite leur mettre en place 4 heures par jour, c'est très important. Et puis en fait, quand on va voir les parents, on se rend compte que non, les parents en fait vont encore relativement bien. 2 heures, c'est largement suffisant, voire même 2 heures tous les 2 jours pour qu'ils l'acceptent bien. La première aide de mise en place est très importante, elle est primordiale. Il faut vraiment y aller avec beaucoup de doigté et de délicatesse. Elle est voilà. Marie-Eugénie Dauger, je demande toujours aux intervenants, presque quel que soit leur domaine d'intervention, de donner le petit argument clé, le petit tips pour parler en bon français, pour résumer le message, pour passer une idée. Enfin voilà, vous, ce serait quoi finalement votre message clé ? Je pense à Victor Hugo. Victor Hugo qui disait « Je ne vieillis pas, au contraire. Mon corps décline, mais mes pensées croient. » Ah. Bon, alors on aura cité Victor Hugo dans l'émission, ce sera pas mal. Pour terminer juste, il y a encore des projets, vous développez, Alors oui, notre grand projet sur lequel nous travaillons vraiment activement actuellement et qu'on va continuer de travailler, c'est vraiment de développer notre prestation d'aide administrative qui répond souvent à un besoin qui n'est pas exprimé explicitement, mais qui libère et qui apaise vraiment beaucoup les personnes âgées. Et on a la chance d'avoir beaucoup de sociétés de gestion de patrimoine et de banquiers privés qui nous font confiance et qui font appel à nos services. Eh bien alors, on vous souhaite le meilleur là-dessus aussi. Mamita et Bon Papa inscrits vraiment dans la gestion de patrimoine ce matin grâce à Marie-Eugénie Dauger. Merci Marie-Eugénie d'être passée. Merci Cédric. Dans Cœur de patrimoine et on continue bien évidemment à vous accompagner. On va parcourir un baromètre dans un instant, le baromètre de l'épargne en France et en région. Ce sera dans un instant. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On poursuit notre voyage au cœur de votre patrimoine et aujourd'hui, on va prendre un petit peu de hauteur avec une grande témoin, on va dire. Catherine Baudonneau, bonjour. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous, directrice marketing, offre et communication d'Alta Profit. Et vous venez nous présenter la 7e édition du baromètre de l'épargne en France et en région. Alors ce baromètre, il est réalisé par l'IFOP et c'est devenu, au fil du temps, un outil vraiment incontournable pour regarder, comprendre, décrypter le comportement des Français face à l'épargne, bien sûr, mais aussi face à des questions. Alors ça touche à l'épargne, mais à la retraite, etc. Alors on va rentrer dans le détail, bien évidemment, mais d'abord, j'ai envie de voir un peu dans quel état d'esprit vous étiez ou ce à quoi vous vous attendiez en commandant cette 7e édition et en se disant, bon, cette année, entre la politique, la géopolitique, l'économie, ça va pas être triste. Le contexte est quand même méga incertain. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus ? Vous attendiez à quoi, entre guillemets ? Qu'est-ce qui va nous tomber dessus ? En plus, vous ne pensiez pas si bien dire. Notre terrain, il a commencé le 31 mars. Il a fini le 11 avril. Au milieu, on a eu le 2 avril, avec le jour de la libération de Donald Trump, avec les marchés financiers qui se sont cassés la figure juste après.
Donc effectivement, on est tombé à un moment très particulier. Alors, à quoi on s'attendait ? En fait, nous, ça fait 7 ans qu'il existe ce baromètre. Et nous, en tant que courtier et conseiller en gestion de patrimoine, on a besoin d'observer un peu l'évolution des comportements des épargnants, de savoir quels sont les besoins, quelles sont les attentes. Et depuis 7 ans, il y a des choses qui sont extrêmement stables. Il y a des comportements très ancrés. Et donc là, on regarde comment ça évolue. Depuis 2 ans ou 3 ans, on commençait à avoir des évolutions sur la retraite. Et on a voulu aller donc plus loin et regarder au fil du temps comment tout ça évolue. Alors, quand on regarde un petit peu justement toutes les données que l'on trouve dans votre étude, on s'aperçoit que les Français, ils sont encore 83% à continuer à épargner, mais qu'il y a une montée des profils, parce qu'on catégorise un petit peu quand même, on se fait mettre dans une case, quoi, et que les cases prudentes, elles sont quand même de plus en plus nombreuses. Qu'est-ce que ça nous dit de la psychologie des épargnants ? En fait, c'est normal parce que le monde est compliqué, donc on est prudent ? Ou ça nous dit autre chose ? En France, c'est normal. En tout cas, on l'observe depuis très longtemps. D'accord. En France, il y a 2 comportements qui sont vraiment ancrés. C'est 1, on épargne. Quoi qu'il arrive, on épargne. Dans les 7 ans, on a traversé la crise du Covid, on a traversé l'année 2022 avec la chute des marchés financiers, on a traversé donc cette année qui était très particulière. Quoi qu'il arrive, on épargne. En revanche, on épargne plus qu'on investit. On n'investit pas vraiment quand on est français. Et oui, et ça nous donne notamment des produits sans risque, et donc exactement. avec peu de... Oui, on a une aversion au risque qui est très très marquée, très profondément ancrée. Qu'est-ce qui explique cette baisse d'intérêt finalement pour les produits un peu plus risqués, la notion de risque, etc. Pourquoi ça ne fonctionne pas en fait ? Moi, je dirais que c'est culturel en France. Alors, on sait qu'il y a un manque de culture financière, particulièrement marqué en France. Et en général, quand on ne connaît pas, on a plus peur de l'inconnu. Et donc, on maîtrise mal les produits financiers et on maîtrise mal la manière d'investir. Donc, il y a des projections qui sont faites. On associe toujours la bourse à la spéculation, par exemple. On ne voit pas l'investissement sur le long terme. Donc, je pense que c'est tous ces éléments-là, en fait, qui contribuent à cette aversion au risque très, très marquée. Il y a, dans ces produits-là, on a aussi les produits, et on en parlait en début de programme avec David Calfon, l'ESG, tout ce qui est responsable. C'était très en vogue, j'ai presque envie de dire, ça a été à la mode. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a moins de goût maintenant. Vous l'avez constaté, vous l'expliquez ou pas ? Alors, on a vu une montée de l'intérêt pour tout ce qui est investissement responsable sur les 2-3 dernières années. Et là, cette année, moi, je dirais que c'est la grande perdante de l'année 2025. On voit que ça retombe. Alors qu'il y a eu des efforts de fait de la part des distributeurs sur les produits, il y a eu des efforts de fait de tout ce qui est autorité de contrôle, c'est très encadré. Donc il y a une communication qui est très transparente sur ces sujets-là. Et là, en 2025, ça décroît à nouveau, effectivement. Dans votre étude, on peut aussi s'intéresser un petit peu, on va dire, à la sociologie. Et on voit que les cadres, que les hommes jeunes, que les franciliens prennent plus de risques. Comment est-ce que vous lisez, vous interprétez finalement ces écarts un petit peu sociaux, territoriaux dans les comportements d'épargne ? Je le relie à 2 choses. D'une part, cadre, CSP+, francilien, tout ça c'est quand même assez corrélé. Et ça veut dire aussi plus d'argent disponible, donc plus de capacité à prendre de risques. Ça veut aussi dire assez souvent une culture financière un tout petit peu plus développée. Et après, ce qui est bien, c'est que chez les jeunes, il y a plus d'appétence pour prendre un petit peu de risque. Et c'est bien, puisque c'est quand on est jeune et qu'on a du temps devant soi qu'il faut le faire. Donc c'est très bien, voilà. Les marchés risqués, entre guillemets, vous pouvez prendre du marché financier en étant jeune, sur longue période, normalement. Ça fonctionne plutôt pas mal. On reste un petit peu dans la sociologie, mais c'est vrai que l'écart entre les hommes et les femmes, sur notamment l'aversion au risque, il est toujours là. Est-ce que ça vous tient particulièrement à cœur ? Est-ce qu'il y a un message que vous avez envie de véhiculer ? On le sent un peu quand on parcourt votre publication. Cette année est une année spéciale, puisque le 13 juillet 2025, on va fêter les 60 ans de l'indépendance financière des femmes. Donc ça ne fait que 60 ans que les femmes peuvent travailler et peuvent avoir un compte bancaire sans demander l'autorisation de leur mari.
C'est quand même incroyable de voir que ça ne fait que 60 ans. Ça n'a que 60 ans, oui. Et donc, cette année, on a voulu faire un focus, on allait regarder vraiment les différences de comportement entre hommes et femmes. Et effectivement, on voit des différences. Les femmes épargnent autant que les hommes, mais pas de la même manière. Et l'aversion au risque dont on parlait tout à l'heure, elle est encore plus marquée chez les femmes. Voilà donc pour quelques questions un petit peu sociologiques. Dans les thématiques aussi, il y en a une bien évidemment dont on parle énormément et quasiment même quotidiennement sur les grands médias, c'est la question de la retraite. On voit ce conclave qui n'en finit plus. Et pourtant, même si on nous en cause tous les jours, même s'il y a des milliers de Français qui ont manifesté sur ce sujet-là, on voit que les actifs, il n'y en a que 28% qui pensent que leur retraite sera assurée par le régime par répartition. Est-ce que c'est un signal d'alerte ? Est-ce que ça révèle ce désengagement croissant vis-à-vis de notre système de retraite, finalement ? Moi, je trouve que ça révèle une prise de conscience. Et en plus, une prise de conscience bienvenue, parce qu'il était temps. Ça fait quand même des années qu'on en parle. Ça fait des années qu'on dit qu'il faut se prendre en main, il faut préparer par soi-même sa retraite sur le plan financier. Et là, quelque part, avec tout ce qui s'est passé avec la réforme des retraites de 2023, avec le conclave aujourd'hui, etc., il y a une vraie prise de conscience. Alors, certes, c'est accompagné d'un pessimisme croissant, parce qu'on a 72% des actifs qui pensent que leur niveau de vie va baisser une fois la retraite. Et ces 72%, on avait fait la même mesure au mois de novembre, donc il y a 5 mois à peine, par rapport au terrain d'enquête. On a encore pris 5 points de plus. Donc c'est un pessimisme qui est croissant. Donc ça, évidemment, ça fait plaisir à personne, mais en revanche, ça s'accompagne d'un passage à l'acte et d'une prise de conscience que, ça y est, il faut épargner par soi-même. Et pourtant, je vais dire presque moitié-moitié, parce qu'en fait, coup de bol, on est un petit peu au-dessus de la moitié, mais 53% seulement des actifs ont souscrit un PER. Alors, 53% sont prêts à le faire ou l'ont fait. Ah oui, on n'a pas encore 53% qui ont souscrit. On aimerait bien. Ou sont prêts, oui, en plus. Voilà. Bon, alors, ok. Parce que, et là, effectivement, 53, ou ça varie, 53, 55% sont favorables, en tout cas, au PER. À Donc, l'intérieur, ils vont s'y mettre. Oui. Et ce qui est bien, alors, en fait, dans les 53%, il y en a 19% qui l'ont déjà fait. D'accord. Et le reste, ce sont des intentionnistes. C'est pas mal déjà. Enfin, mais allez-y. Oui, mais dans ce socle, ce qui est bien, c'est que le passage à l'acte augmente. Donc, on a de moins en moins d'intentionnistes et de plus en plus de personnes qui l'ont fait, qui l'ont réellement souscrit. Pour autant, il y a un petit problème sur les inscriptions que vous notez. Un recul, notamment. C'est dû à quoi ? Il n'y a pas assez d'infos ? Le produit, même si on l'a assoupli, est encore trop rigide. C'est vrai que les Français, quand on leur parle d'un produit qu'ils vont souscrire maintenant, même si on leur colle des économies d'impôts, mais qui pourront le toucher qu'à leur retraite, même s'il y a des cas anticipés, dont celui de la résidence principale, qui n'est pas un cas dramatique, parce que généralement les cas anticipés, c'est un peu dramatique, donc c'est pas très rigolo. Ou c'est juste que finalement, parce que c'est la crise, ils ont d'autres priorités budgétaires. C'est tout ce que vous avez dit. Alors, dans la base des réfractaires au PER, il y a d'abord, en premier motif, c'est effectivement l'arbitrage dans les priorités financières. Il faut d'abord finir ses fins de mois, il faut rembourser ses prêts et ensuite on pense à sa retraite. Ensuite, on a 2 motifs qui sont vraiment en lien avec le produit. Donc, effectivement, le fait que les sommes soient bloquées, c'est un frein. Et la carotte fiscale ne s'adresse pas à tout le monde. Et effectivement, la carotte fiscale, ça s'adresse d'abord aux tranches marginales d'imposition les plus élevées. Bien sûr. Donc, c'est normal. Ensuite, en termes de motifs, on a aussi ceux qui pensent que c'est trop tôt ou ceux qui pensent que c'est trop tard, selon leur âge. Mais en tout cas, ce qu'on constate depuis 2 ou 3 ans, c'est que notre base d'intentionnistes ou de ceux qui sont favorables au PER est stable, aux environs des 55%, et le reste, ce sont des réfractaires qui restent stables aussi. Dans les thématiques que l'on trouve, outre ces questions de retraite, bien sûr, il y a, et on en a déjà dit un mot au début, il y a tout ce qui concerne un petit peu l'investissement responsable, on va dire. Et c'est vrai que pendant très longtemps, dans ce domaine-là, de l'ESG, on excluait ce qui concernait l'économie de défense. Hein. Quand on fabriquait des armes, des missiles, des bateaux, des avions, des chars, c'était pas beau, ça sentait mauvais, il fallait surtout pas en avoir. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que un tiers des Français est prêt à investir dans l'économie de défense. Ça veut dire que il y a quelque chose qui s'est passé. Les Français sont attentifs à ça.
Il faut resituer le terrain d'enquête. Fin mars, début avril, c'était juste après toutes les prises de parole du mois de mars, toujours en lien avec les prises de position de Donald Trump. Tous les messages qui ont eu lieu à ce moment-là en Europe et en France sur la nécessité de s'occuper de la défense nationale et la nécessité d'orienter l'épargne des Français vers ce domaine-là. Ouais, on a parlé d'emprunt, etc. Enfin, exactement. On a parlé de plein de choses, ouais. Et il y avait le fonds BPI France qui était en projet, qui a été présenté avec quelques paramètres qui avaient déjà été donnés à ce moment-là. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a posé les questions dans le cadre de notre baromètre. Et donc, effectivement, il y a 29% des personnes interrogées qui disent « oui, pourquoi pas, je mettrai mon argent pour la défense nationale ». Et justement, si on se dit qu'on réagit plutôt rapidement à des questions d'actualité, à des questions un peu morales, éthiques, etc., quand on est dans ce domaine patrimonial, quand on conseille les Français, les épargnants, on se dit que finalement, on a son rôle à jouer aussi d'éducation, de faire comprendre, pas juste que de constater, mais d'accompagner aussi ces mouvements-là. C'est un peu ce que vous dites en découvrant ces réponses ? Complètement. Parce que quand on voit à la fois les motivations et les freins pour aller vers ce type de placement, on voit bien qu'il y a un besoin d'information et de pédagogie pour expliquer les produits pour investir dans la défense nationale, c'est quoi ? Quel type d'entreprise on va aller financer ? Le marché de la défense, vous l'avez dit, il était exclu quasiment de tous les OPCM. On n'avait pas ces types d'entreprises. Et aujourd'hui, on dit qu'il faut y aller. Donc, alors souvent, on le met sous un autre vocal. On dit oui, souveraineté. Exactement, le mot souveraineté, effectivement. On ne dit pas défense. Ça évite de dire qu'on avait tort. Mais quand on regarde les freins, pour ceux qui ont dit non, je n'irai jamais sur ce type de produit, il y a plein de freins différents. Il y a à nouveau la crainte que ce soit des produits financiers risqués. Mais il y a aussi des freins plus éthiques. Et effectivement, on a beaucoup communiqué sur les critères ESG dernièrement et on disait ESG égale on enlève l'armement. Alors qu'on peut investir dans la défense sans être anti-ESG. Oui. Pour terminer, qu'est-ce qu'on retient de ce baromètre 2025 en fait, pour peut-être mieux orienter ces choix patrimoniaux, surtout quand on voit qu'on évolue dans un contexte troublé ? Moi, j'ai envie de rappeler que il suffit pas d'épargner, c'est bien d'investir. Si on veut faire fructifier son argent dans un patrimoine, il faut investir. Et investir, ça ne veut pas dire forcément prendre des risques si on s'inscrit sur du long terme. Il y a plein de façons d'investir, il y a plein de façons de souscrire des différents fonds. Si on s'inscrit sur du long terme, on maîtrise le risque. Et c'est le moyen pour faire fructifier son patrimoine. Et comme le dit très souvent un de nos intervenants réguliers, Stéphane Van Nuffel, pour ne pas le citer, prendre un risque, ça n'est pas forcément avoir un accident en plus. Exactement. Merci beaucoup Catherine d'être venue nous lire ce baromètre, donc Catherine Baudonneau, pour Alta Profit. À très bientôt. À bientôt. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour terminer, on accueille Jean-François Filiade. Bonjour Jean-François. Salut Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous pour Et Plus Encore et Marché Gagnant pour parler des épargnants et d'un produit, le PEA, parce que ça vous aura pas échappé, même peut-être vous, au cours de ce week-end, du dernier week-end, on a appris qu'il y avait une proposition de loi qui a pas mal fait parler chez nos petits camarades. Quand on parcourait Twitter et LinkedIn, il y en a eu pas mal. Déposée par Éric Ciotti, qui veut rendre le PEA plus attractif, nous dit-il. Il prévoit notamment d'aligner les avantages successoraux du PEA sur ceux de l'assurance vie. D'abord, une première réaction, parce que les épargnants, la bourse, j'ai envie de dire, c'est votre dada. Donc, qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez Ciotti qui dit on va révolutionner le PEA? Alors, Cédric, vous dites la bourse, c'est mon dada, mais je vais même vous raconter une histoire. C'est que le PEA, c'est toute ma jeunesse. Le PEA, il est né en septembre 1992. C'était donc au tout début de ma carrière professionnelle dans la presse financière. Et j'ai effectivement un attachement tout particulier à ce produit qui a connu une phase de gloire dans la décennie 90. On va dire ça. Et puis, il y a eu l'explosion de la bulle
en 2020. Et puis, il y a eu les gens qui soutenaient le PEA. J'ai notamment une petite pensée, une petite dédicace toute particulière pour la Banque de France. La Banque de France qui nous faisait une étude trimestrielle sous la signature de Hervé Grandjean et de Monique Chaucron, qui, tous les trimestres, nous disait le nombre de PEA, les encours, la répartition entre les fonds, les titres, etc. On savait ça mensuellement ? Trimestriellement, on savait ça. Et puis, il y a eu la crise. Il y a eu la crise de 2000. Et puis, la Banque de France, elle a commencé à arrêter de entre guillemets, mettre le PEA en avant. Et puis la place a fait le choix de l'assurance vie. Ça fait 25 ans que la place a fait le choix de l'assurance vie. Alors certes, vous me direz, on a un peu reparlé du PEA, on l'a ouvert à l'Europe, on a fait le PEA PME, on a fait ce qu'on sait parfaitement faire en France, de formidables usines à gaz. Donc si aujourd'hui, l'objectif, c'est de remettre un peu d'ordre, je dis bravo. Bon. Puisque vous avez fait la comparaison, on va y rester, puisque effectivement cette proposition de loi, elle utilise des mots très forts comme injustice fiscale ou successorale quand elle compare, quand elle met sur un pied d'égalité l'assurance vie et le PEA. Ça vous semble un diagnostic juste ? En fait, il suffirait d'aligner les deux pour que l'un grignote une part de l'autre, ou c'est plus compliqué que ça parce que les Français en fait aiment la garantie, le faible rendement, le fonds euro. Alors, je peux prendre votre question dans plusieurs sens. Je vais commencer par le Parce qu'il a un avantage fiscal quand même, le PEA. Ouais. Alors, moi, je vais vous dire, je vais aller plus loin. Je vais vous dire que le problème qu'il y a entre le PEA et l'assurance vie, ça s'appelle une distorsion de concurrence. Ça s'appelle une distorsion de concurrence parce qu'effectivement, les gens qui proposent de l'épargne ne sont pas à armes égales. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des avantages et que d'autres n'ont pas. Donc l'assurance vie a des avantages que le PEA n'a pas. C'est très clairement écrit quand vous regardez l'exposé des motifs de cette proposition de loi. Donc là-dessus, c'est une évidence. Alors, il s'avère que cette distorsion de concurrence, personne ne râle véritablement. Pourquoi ? Parce que les épargnants sont convaincus qu'ils y gagnent. Et est-ce que vraiment ils y gagnent ? Donc là-dessus se pose une question concernant les frais. Il faut par exemple savoir que l'assurance vie française est l'une des plus chères d'Europe. Bref, les avantages fiscaux que perçoivent les épargnants, en réalité, c'est pas vraiment eux qui les touchent, ce sont les intermédiaires financiers qui en profitent, qu'ils soient distributeurs ou qu'ils soient producteurs. Donc là-dessus, premier sujet, il y a assurément une distorsion de concurrence. Et cette distorsion de concurrence, moi, elle va me poser problème avec une approche, j'aurais tendance à dire, très libérale. Pourquoi on épargne ? En fait, il y a deux approches dans le monde de l'épargne. Il y a l'approche des pouvoirs publics qui disent il faut que l'épargne serve à financer l'économie. Et puis, il y a l'approche des défenseurs, des représentants des épargnants, dont je fais partie, qui consiste à dire l'épargne, elle doit avant tout servir aux besoins des épargnants. Et donc, on n'a pas à leur imposer quoi que ce soit. Je rappelle, si je fais référence aux dernières évolutions réglementaires, que le dernier grand changement que l'on a eu, ça a été quand même la loi industrie verte, où on a décrété d'office que dans le cadre des produits d'épargne retraite, il fallait que les Français mettent de l'argent sur le non-coté. D'accord ou pas d'accord, c'est pas votre sujet. Ouais, si vous êtes dans un système de cette nature et que vous n'êtes pas en gestion libre, on vous impose de mettre du non-coté. Personnellement, qu'on m'impose quoi que ce soit, éditorialement, journalistiquement, patrimonialement, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Deuxième sujet, vous dites, il y a une aversion des Français pour le risque. Bah oui, c'est quand même. Eh ben non. Ah bon ? Eh ben je vais vous dire, il y a une aversion des intermédiaires pour le risque. Mais prenons les stats récentes que l'on a. Vous évoquiez tout à l'heure ma petite passion pour les marchés actions, pour la bourse, que nous partageons depuis de longues années tous les deux ensemble. À peu près aujourd'hui, il doit y avoir 8% des Français qui détiennent des actions. Savez-vous combien il y a de Français qui détiennent des cryptos ? J'ai envie de dire plus, hélas, mais... Plus, hélas, 12%. Bref, vous avez un mouvement sur les actions qui sont un produit qui date de nos grands-parents, etc., pouvaient investir en actions. Le grand démarrage dans la dernière... Qu'on met dans la catégorie des actifs risqués. Qu'on met dans la catégorie des actifs risqués. Donc, grosso modo, le développement des actions, c'est le retour en France, on va dire, c'est marqué à la fin des années 70. C'est la loi Bonory en 78. Donc, on a quasiment 50 ans de développement d'un produit action qui arrive à convaincre 8% de la population. Les cryptos, ça date d'il y a moins 10 ans et ça a progressé à 12% de la population qui en détient. Donc, moi, quand on m'explique qu'il y a une aversion au risque des clients,
Je rigole. En fait, non. Je pense qu'il y a une aversion au risque des réseaux de distribution et des banquiers, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors, dans sa proposition de loi, une fois qu'on s'est dit tout ça quand même, il y a un certain nombre de questions sur lesquelles on se penche. Celle du plafond, celle de la multidétention, celle du volet successoral. Est-ce que si on fait tomber tous ces dominos, on redynamise un peu le produit ou ce sera pas suffisant Alors, si vous le permettez, je vais prendre le premier point. Si je regarde un peu les urgences dans tout ça. Premier sujet qui est un sujet majeur, me semble-t-il, c'est la multidétention. Donc que chacun puisse avoir plusieurs PEA. Voilà, que chacun puisse avoir plusieurs PEA. Il faut savoir que dans la proposition qui est faite, en fait, il supprime tous les PEA qui existent pour qu'il n'y en ait plus qu'un seul, et il dit il faut qu'il y ait plusieurs détentions. Alors, pourquoi je suis favorable à ce qu'il y ait plusieurs détentions ? Absolument pas. Pour les arguments qui sont présentés dans l'exposé des motifs. Pourquoi ? Parce que on est en train de nous dire c'est bien, parce que la concurrence, ça va baisser tout ça. On a vu ça avec l'épargne retraite. L'épargne retraite, c'était censé être un truc où on mettait tout le monde dans la même cour et ça allait faire baisser les prix. Ça a fait baisser les prix que dalle. Ouais. Ça les a fait augmenter. Donc la concurrence en France avec des établissements qui sont tous très proches des uns des autres, ouais. Ça ne marche pas. Ça marche pas. On voit bien d'ailleurs la concurrence aujourd'hui, elle n'arrive sur le marché des actions que par l'arrivée d'acteurs étrangers. Vous prenez les trades République, vous prenez les Saxo, vous prenez les gens, les Itoro et tout ça qui viennent vous proposer de nouvelles offres. C'est l'extérieur qui amène la concurrence. Et eux d'ailleurs font quasiment pas de PEA. Hein. Et eux font pas de PEA. Pourquoi ? Parce qu'il y a une contrainte fiscale. Donc, entre guillemets, je parlais tout à l'heure de distorsion de concurrence. Renforcer le PEA, c'est fermer la porte aux établissements étrangers. Parce que gérer un PEA, c'est un peu chiant d'un point de vue administratif. Donc, pour l'instant, dans tous ceux que j'ai cités, il n'y en a qu'un qui a franchi le pas. C'est celui qui vient d'Allemagne. Pourquoi être favorable à la multidétention ? En fait, pour deux raisons, qui sont les suivantes. La première, il y a eu un groupe de travail de place auquel j'ai eu l'occasion de participer sur les transferts de PEA. On a d'énormes problèmes de transfert de PEA, en particulier lorsque l'on a des titres non cotés. En fait, on a deux problèmes principaux sur les titres non cotés. C'est les titres qui sont détenus par quelqu'un qui investit dans une boîte et des gens qui sont dans une banque mutualiste et qui achètent des parts sociales dans le cadre du PEA. Quand vous êtes dans un cas comme ça et que vous voulez partir, eh bien, grosso modo, c'est la croix et la bannière. Vous bloquez votre PEA pendant des mois et des mois pour arriver à récupérer vos titres et pouvoir récupérer une capacité d'arbitrage. Si vous avez la possibilité d'avoir plusieurs PEA, il n'y a plus de problème. Bah, bien sûr. Grosso modo, les titres qui sont difficiles à transférer, vous les laissez chez le vieux. Les nouveaux, vous allez les acheter ailleurs. Ça ira beaucoup plus vite. Deuxième raison pour laquelle je suis favorable à ça, c'est au décès. L'un des enjeux de place, ça va être la mort des seniors qui ont des actions. Parce que lorsque l'on a un PEA, le PEA, il est clos au décès. Donc, vous terminez le PEA, vous mettez les titres sur un compte titre, vous vous dites « Ah, je vais avoir à subir une fiscalité, ça va être absolument monstrueux, etc. » Donc, le notaire dit « Vous affolez pas, foutez-moi tout ça à la poubelle, on va tout vendre. » Vous mettez ça sur une clientèle plus jeune qui va dire « Ah, c'est génial, on va acheter des cryptos. » Donc, vous allez avoir une jolie bascule des actions vers les cryptos. Donc, multidétention, excellente idée. Deuxième idée, faire péter les plafonds. 225 000 pour le PEA PME, 150 000 pour le PEA normal, l'un est inclus dans l'autre. Bref, encore on est en France. On n'y comprend rien. On n'y comprend rien. Donc, oui, l'idée de dire qu'il n'y a pas de plafond, comme il n'y a pas de plafond d'assurance vie, ça me paraît être une très bonne chose. Donc là, plafond, ça coûte rien. Plusieurs PEA, ça coûte rien. Si, on va vous dire que c'est un coût fiscal, parce que... Ouais, bon. En revanche, si on l'exonère... Ouais, mais alors là-dessus, si on l'exonère... C'est pas à la mode. Alors, si on l'exonère de droit de succession, c'est pas à la mode. Mais très sincèrement, là-dessus, c'est vraiment la mesure sur laquelle je comprends le bruit médiatique. Je suis pas convaincu de l'intérêt économique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le sujet, c'est pas de ramener les seniors vers le PEA. Les seniors, ils sont déjà équipés. Donc, c'est les jeunes. Et ils sont pas au niveau du plafond pour nombre d'entre eux. Donc, pour eux, ça va pas spécialement changer grand-chose. Le sujet, c'est les jeunes. Et qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un qui a 20 ans génial, je vais te proposer un truc, tu vas être exonéré de droit de succession. Ouais. Donc, pour moi, s'il doit y avoir dans la proposition de Ciotti des amendements à faire en disant il faut qu'on minore le projet,
Ça, à mon sens, ça peut être un amendement. Est-ce que, puisque vous avez parlé plusieurs fois de la place, etc., est-ce qu'on peut se dire qu'il va y avoir des bisbilles, des uns contre les autres, des uns avec les autres, enfin en clair que certains se disent oh là là, mais on va contourner un de mes produits, donc va y avoir un effet d'aubaine, les assureurs et les gestionnaires d'actifs vont le voir comme finalement un concurrent direct de l'assurance vie, enfin... En pareille situation, tout le monde est en train de défendre son petit bout de gras, voilà. et en général, le gras est bien gras, donc tout le monde va se défendre. Je vous dis, la mesure telle qu'elle est présentée, c'est très clairement fermer la porte à des établissements étrangers, puisque si on encourage l'investissement en actions via le PEA, il y a une moulinette technique fiscale qui est un peu compliquée. Et ce qui est d'ailleurs assez rigolo, c'est que les jeunes aujourd'hui font des choix qui consistent à ne pas acheter d'actions françaises, y compris dans le cadre du PEA sur de la défiscalisation, mais préfèrent aller chercher de la performance sur des actions étrangères et notamment américaines, quitte à payer les impôts. Donc là encore, il faut qu'on soit très attentif dans nos grilles de lecture. Il ne faut pas qu'on ait des grilles de lecture de vieux qui disent la priorité c'est la fiscalité, parce qu'aujourd'hui les jeunes ne raisonnent pas tout à fait de la même façon. Donc il va y avoir ça comme bisbille, il va y avoir la bisbille avec les assureurs, qui vont dire oh là là mon fromage, comment ça se fait qu'on va y toucher. Après, toucher à mes milliards. Après il va y avoir un autre sujet tout bête. Et cette proposition, elle tombe relativement à propos. Pourquoi ? Parce qu'il y a de cela quelques jours, il y a eu la signature à Bercy du lancement d'un label Finance Europe. Grosso modo, il y a un grand truc en Europe, c'est l'union des marchés des capitaux. Donc c'est un truc formidable, ça ne marchait pas. Donc on a appliqué une bonne recette. Quand un truc ne marche pas, c'est qu'on continue, mais on change le nom. Donc désormais, on appelle ça l'Union pour l'épargne et l'investissement. Et dans ce cadre-là, comme on n'arrive pas à mettre d'accord les 27, on se dit, bon, on va avancer quelques-uns. Donc on est parti d'une proposition espagnole. Les Français se sont gouffrés dans la brèche en disant, génial, on va pouvoir inventer un truc. On crée un label Finance Europe. Donc on l'annonce, c'est fait pour financer l'industrie, donc majoritairement des produits de fonds propres, investis principalement en Europe, et chacun des pays signataires doit donner un cadre fiscal favorable à cette enveloppe et désigner quel est le produit. A priori, l'assurance vie ne peut pas être éligible. Pourquoi ? Parce qu'il y a notamment le fonds en euros. Donc est-ce qu'on va recréer en France un autre produit après avoir inventé le PEAC, le plan d'épargne avenir climat dans la loi industrie verte? Si vous avez beaucoup de gens qui viennent vous en parler sur ce plateau, vous me téléphonez parce que ça m'intéresse. Donc, on a créé ces trucs-là. Est-ce que finalement la solution, c'est pas de dire, il faut relancer le PEA? Pour ça, c'est pas idiot. Bon, donc, on va continuer à empiler parce que, en plus, cette proposition de loi, elle est juste déposée à l'Assemblée nationale. Elle doit être discutée, je crois, en 2026 au mieux. Donc, on en aura parlé pour le plaisir d'en avoir parlé ? Non, parce que quelque part, on va faire un côté positif, c'est-à-dire on fait de la culturation, y compris des politiques. Moi, très sincèrement, c'est pas mal remarqué. Je sais pas quelle sera l'Assemblée nationale en 2026. Ouais. Je suis pas certain. Quand je rencontre des députés aujourd'hui, ils sont pas eux-mêmes certains qu'ils passeront l'automne. Donc, mais en tout cas, l'idée de se dire, dans le cadre de l'Union européenne, de l'Union pour l'épargne et l'investissement, dans le cadre du label Finance Europe, qu'il y a une urgence à sortir du bazar qu'on nous a foutu sur le PEA et de dire le PEA est une enveloppe à privilégier, me paraît être une assez bonne stratégie. Bon, et au moins on en aura parlé. On aura parlé du PEA. Ouais. Et puis on pourrait parler aussi des actions fractionnées, aussi. Jean-François Filiatre. Merci Jean-François d'être passé sur Radio Patrimoine pour évoquer cette proposition de loi donc, qui émane d'Éric Ciotti. À très bientôt. À bientôt. Et voilà, Cœur de Patrimoine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et de rester fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, même jour, même heure, pour continuer à anticiper, à comprendre et à faire fructifier votre patrimoine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.